but his head is always like this. He's always moving. Comment expliquer que celui qui court le moins reste année après année celui qui pèse le plus lourd sur le résultat final? La réponse ne se trouve pas dans les statistiques de vitesse pointe, ni dans les cartes de chaleur des analystes. Elle se trouve ailleurs, dans un mécanisme que très peu de gens ont jamais vraiment compris. Pour le saisir, il faut remonter près de 20 ans en arrière, jusqu'à un vestiaire barcelonais où un jeune entraîneur inconnu a pris une décision que personne n'attendait et qui allait tout changer. Il existe une seule question qui traverse toute cette histoire. Une question que se posent depuis 2 décennies entraîneurs, défenseurs, journalistes et supporters sans jamais y répondre complètement. Pourquoi le joueur qui parcourt le moins de terrain reste-t-il encore aujourd'hui celui qui influence le plus une rencontre? Comment expliquer qu'un homme capable de disparaître visuellement pendant de longues séquences redevienne en une poignée de secondes le centre absolu du jeu? Tout ce qui va suivre n'existe que pour répondre, étape par étape, à cette unique interrogation. En 2026, Lionel Messi dispute ce qui ressemble fort à son dernier grand tournoi international. L'âge n'a jamais autant pesé sur les commentaires. 39 ans, un corps qui ne répond plus comme avant, un rythme de Coupe du Monde réputé impitoyable pour n'importe quel organisme, même le plus préparé. Les observateurs les plus sévères annoncent depuis des années la fin de son influence. Ils pointent ses statistiques de déplacement, parmi les plus faibles de toute la compétition, comme la preuve irréfutable d'un déclin devenu inévitable. Certains vont plus loin. Ils parlent d'un joueur maintenu artificiellement sur le terrain par son statut, par son passé, par la nostalgie qu'il inspire, plus que par son apport réel au collectif. D'autres, plus mesurés, reconnaissent son intelligence tactique, tout en doutant qu'elle suffise encore à cet âge face à des défenses plus jeunes, plus rapides, mieux préparées physiquement que jamais. Et pourtant, match après match, le scénario se répète invariablement. Un geste, une passe ou une frappe qui n'appartient qu'à lui, survenant précisément au moment où l'équipe en a le plus besoin. L'écart entre ce que ses jambes racontent et ce que ses actions produisent est devenu si vertigineux qu'il ne peut plus s'expliquer par la seule chance, ni par un simple coup du sort répété à l'infini. Il y a forcément derrière cette lenteur apparente un mécanisme caché, une logique que personne n'a encore pris la peine de nommer clairement. Mais pour comprendre ce mécanisme, il faut d'abord remonter à l'instant précis où tout a commencé. Il faut remonter à 2008. Le FC Barcelone sort d'années sans identité claire. L'ère Rijkaard s'est éteinte dans la confusion, les résultats se sont effondrés et le vestiaire semble avoir perdu tout repère collectif. Le club confie alors les rênes de l'équipe première à un technicien de 37 ans qui n'a jamais dirigé le moindre match dans l'élite, Josep Guardiola. Beaucoup, à l'époque, doutent de la pertinence de ce choix. Certains le jugent même risqué, presque hasardeux pour un club en quête urgente de stabilité. Sa première décision structurante ne concerne pas ni un système de jeu classique, ni la nomination d'un nouveau capitaine. Elle concerne la position d'un jeune ailier droit, encore perçu à ce moment-là comme un simple finisseur explosif, cantonné au couloir, dangereux uniquement balle au pied et en position de 1 contre 1. Guardiola prend alors une décision totalement à contre-courant de son époque. Il retire ce jeune homme de la ligne de touche et le replace au centre du jeu, entouré de 3 joueurs devenus depuis des légendes du club, Xavi, Iniesta et Busquets. L'idée derrière ce choix est d'une simplicité presque déroutante, ne plus faire courir ce joueur vers le ballon, mais faire venir le ballon vers lui. Ce jour-là naît, sans étiquette officielle, sans communiqué de presse, ce que l'on appellera bientôt le faux numéro 9. Personne à l'époque ne mesure encore l'ampleur du changement qui vient de s'opérer. Mais quelques mois plus tard, tout le football européen va commencer à en ressentir les conséquences. Le principe est d'une simplicité redoutable, mais il déstabilise complètement des défenses habituées depuis des décennies à suivre un avant-centre fixe et prévisible. Quand ce joueur recule entre les lignes, le défenseur central se retrouve face à un dilemme impossible. Le suivre, au risque d'ouvrir un boulevard dans son propre dos, ou le laisser filer librement entre les lignes, au risque de lui offrir tout l'espace nécessaire pour organiser l'attaque à sa guise. Cette indécision, minime en apparence, devient une arme redoutable. Au stade Santiago Bernabéu, cette théorie trouve sa démonstration la plus éclatante. Un Barcelone qui flotte entre les lignes, des défenseurs madrilènes incapables de choisir qui marquer, un scénario totalement débridé. Le score final, 6-2, fait basculer durablement l'équilibre du football espagnol et installe dans tous les esprits l'idée qu'une nouvelle ère vient de commencer. Cette saison-là s'achève sur un triplé historique, championnat national, coupe nationale et Ligue des champions, un exploit que très peu de clubs européens avaient auparavant réalisé.
Mais ce n'était que le début. En 2012, la métamorphose se poursuit à un rythme presque effrayant. Ce joueur ne se contente plus de finir les actions construites par les autres, il les initie, les oriente, les ralentit ou les accélère selon son propre tempo, imposant sa cadence à des rencontres entières. La saison 2011-2012 restera comme l'une des plus prolifiques jamais enregistrées par un joueur de champ dans l'histoire du football moderne. Mais le chiffre qui compte vraiment n'est pas le nombre total de buts inscrits, c'est la manière dont il a été obtenu sans jamais courir plus que les autres, simplement en choisissant avec une précision presque chirurgicale le moment exact ou accéléré. Puis vient l'ère du fameux trio offensif barcelonais, aux côtés de deux attaquants sud-américains au style radicalement différent du sien. Le rôle de notre joueur évolue encore une fois. Il devient celui qui régule l'ensemble, qui distribue le jeu, qui referme ou rouvre l'attaque selon les mouvements de ses deux partenaires. Un moment résume cette période mieux que n'importe quel chiffre ou statistique. Une demi-finale de Ligue des Champions face à un club allemand redoutable, un défenseur totalement déséquilibré par un simple appel de pied et une pichenette exécutée au-dessus du gardien adversaire sans la moindre précipitation, comme si le temps s'était suspendu pour lui seul. Ce but ne doit rien à la vitesse pure, il doit tout au sang-froid, à la patience, à cette capacité presque surnaturelle d'attendre l'instant parfait plutôt que de le forcer. Les statistiques de cette période impressionnent par leur régularité, plus que par leur ampleur brute. Saison après saison, ce joueur enchaîne les records de buts et de passes décisives, tout en réduisant année après année la distance moyenne qu'il parcourt sur un terrain. Ce paradoxe intrigue déjà certains analystes, mais personne n'ose encore le formuler clairement. Et si économiser son énergie était en réalité la clé de sa domination? Mais toute ascension appelle tôt ou tard son contrepoint. À mesure que les années passent et que le corps montre ses premières limites physiques, les critiques se durcissent, se multiplient, deviennent parfois féroces. On lui reproche son manque d'implication défensive, sa lenteur de plus en plus visible, son incapacité supposée à répondre aux exigences d'un football devenu toujours plus intense, plus vertical, plus physique. Certains observateurs vont jusqu'à évoquer ouvertement la fin prochaine d'une carrière jugée trop longue. Son passage dans un grand club parisien, entre 2021 et 2023, cristallise cette défiance grandissante. Beaucoup y voient la preuve définitive d'un déclin irréversible, un joueur devenu simple spectateur au sein de son propre collectif, incapable de peser durablement sur des matchs joués à un rythme jugé trop soutenu pour un homme approchant la trentaine avancée. Les sifflets, rares dans sa carrière jusque-là, commencent même à se faire entendre dans certains stades. Ce que peu de commentateurs remarquent, en revanche, c'est que cette même saison parisienne 2022-2023 le voit terminer meilleur passeur décisif de tout son championnat. Le paradoxe s'installe alors durablement, presque comme une évidence que personne ne veut regarder en face. Plus on le dit fini, plus il continue discrètement, silencieusement, à décider des rencontres les plus importantes. Le doute grandit, la pression monte, et pourtant, quelque part, une transformation décisive est déjà en train de se préparer. La bascule décisive survient au Qatar, fin 2022. À 35 ans, notre joueur aborde ce tournoi comme une occasion peut-être unique, la dernière véritable chance de soulever le seul trophée qui manque encore à son immense palmarès. La pression est colossale. Un pays entier retient son souffle à chaque match. Chaque erreur individuelle est scrutée, chaque action ratée immédiatement commentée. Ce qu'il livre alors n'est plus une simple démonstration de vitesse ou d'explosivité. C'est une véritable masterclass de lecture du jeu, un chef-d'œuvre de patience et d'anticipation. Face à une valeureuse sélection croate, il élimine l'un des meilleurs défenseurs du tournoi, non pas par l'accélération brute, mais par un simple changement d'appui, une feinte minimale exécutée au moment exact où l'adversaire perd son équilibre, mental autant que physique. La scène fait le tour du monde en quelques heures à peine. En finale, face à la France, dans l'un des matchs les plus spectaculaires de l'histoire de la compétition, il inscrit un but, en fait inscrire un autre, puis inscrit à nouveau, chaque intervention semblant calculer des minutes, voire des heures à l'avance. Ce sacre mondial ne ressemble à aucune autre victoire de sa carrière. C'est la démonstration éclatante que dominer un match ne dépend pas du nombre de foulées parcourues sur 120 minutes, mais de la capacité à choisir entre 1000 possibilités différentes la seule décision qui compte vraiment au moment où elle compte vraiment. Ce tournoi qatari referme un chapitre, mais il en ouvre immédiatement un autre, car ce que beaucoup pensaient être un aboutissement final se révèle quelques années plus tard n'être qu'une étape supplémentaire dans une histoire encore loin d'être terminée. Retour au Mondial 2026. Les statistiques de déplacement restent, comme toujours, parmi les plus faibles de toute la compétition chez les attaquants encore en lice.
Mais chaque rencontre confirme avec une régularité presque troublante le même schéma immuable. De longues séquences de marche apparentes, presque d'immobilité, suivies d'explosions ponctuelles qui transforment instantanément le cours du jeu. Contre l'Égypte, alors que l'Argentine semble mener sans espoir réel de revenir dans la partie, 3 interventions décisives surgissent coup sur coup dans le dernier quart d'heure de jeu. Une tête détournée sur son centre parfaitement dosé, une frappe qui égalise contre le cours du jeu, une passe finale qui scelle la qualification dans la douleur et le soulagement. Rien de tout cela ne relève de l'improvisation ou du hasard. Chaque geste s'appuie sur 20, 30, parfois 40 minutes d'observation silencieuse du bloc défensif adverse, de ses fatigues progressives, de ses hésitations, de ses failles les mieux cachées. Ce tournoi confirme un record déjà impressionnant. Plus de 20 buts inscrits en Coupe du Monde au fil d'une carrière exceptionnellement longue, un total qu'aucun autre joueur de l'histoire n'ait jamais approché, toutes générations confondues. Le paradoxe atteint ici son point culminant, presque absurde tant il défie toute logique sportive classique. L'homme qui marche le plus reste encore et toujours celui qui pèse le plus lourd sur le score final. Les jeunes défenseurs chargés de le marquer avouent, micro tendu après le match, leur incompréhension totale face à ce qu'ils viennent de vivre sur le terrain. Ce que ce joueur laisse derrière lui dépasse très largement les trophées accumulés au fil d'une carrière hors norme. Il a démontré saison après saison, tournoi après tournoi, qu'un joueur pouvait dominer une rencontre entière sans jamais chercher à dominer la simple statistique du kilométrage parcouru. Il a prouvé contre toute attente qu'économiser son énergie n'est absolument pas une faiblesse, mais bien une discipline exigeante, presque invisible aux yeux du grand public, qui demande une capacité de concentration de tous les instants, y compris lorsque rien ne semble se passer sur le terrain. Cette manière si particulière de jouer a redéfini en profondeur ce que l'on attend d'un numéro 10 classique, puis d'un faux 9 révolutionnaire, puis d'un meneur de jeu total capable d'organiser tout depuis une position reculée. Elle a montré aux jeunes générations de footballeurs qu'un geste juste exécuté au bon moment vaut infiniment plus qu'une course inutile répétée pendant 90 minutes sans réel discernement tactique. Pour son pays, cette philosophie du jeu s'est traduite par un titre mondial obtenu, non pas grâce à la seule force brute ou à la puissance athlétique, mais grâce à l'intelligence collective d'une équipe entière, construite patiemment autour d'un homme qui avait fait de la lenteur apparente une arme redoutable et presque invisible. Les entraîneurs du monde entier étudient encore aujourd'hui ces séquences de placement, ces temps de pause, ces choix de timing, dans l'espoir d'en extraire une méthode reproductible. Reste une question que ni les statistiques les plus poussées ni les trophées accumulés ne suffisent à trancher complètement. Jusqu'où cette intelligence de jeu exceptionnelle peut-elle encore compenser l'usure inévitable du temps qui passe ? Personne aujourd'hui ne sait précisément combien de ces instants suspendus il reste encore à vivre, combien de ces éclairs silencieux surgiront encore dans les mois ou les années à venir. Mais une chose paraît d'ores et déjà acquise, presque gravée dans la mémoire collective du football mondial. Le jour où ce joueur cessera définitivement de marcher sur un terrain, le sport devra probablement réinventer une toute nouvelle manière de définir le génie sportif. Et ce peut être précisément là que commence une toute autre histoire, celle des jeunes joueurs qui, après lui, tenteront à leur tour, chacun à sa manière, de transformer l'immobilité apparente en une arme absolue.